ne saurait parler de marketing de contenu sans évoquer la plateforme Kapao. Ce média dédié à la génération des 18-34 ans a compris l'importance de la vidéo comme outil de communication pour les marques. Ainsi, les équipes de Michael Rocha, Head of Brand Partnership Kapao, produisent des vidéos qui génèrent un nombre important de contacts et d'engagements. Le but étant de toucher la génération Z sur des thématiques telles que la consommation, la mobilité, l'alimentation ou la tech. Pour en savoir plus, nous recevons Michael. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. La parole est à toi. Magnifique. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager un peu de temps avec vous pour vous présenter ce que l'on réalise en tant que média, quelque chose que vous pouvez retrouver aussi sous d'autres formes avec d'autres acteurs. Mais ce qu'on va regarder plus en détail aujourd'hui, c'est comment est-ce que pour nous du contenu marketing se construit et qu'est-ce qui en fait le succès tout simplement. Donc la première raison qui a fait que, en tant que média, on propose ce service, c'est tout simplement un constat du marché, où on sait que, voilà, sur, les réseaux sociaux, en tout cas pour communiquer auprès des jeunes, c'est relativement facile d'être visible. On peut payer pour du reach, les contenus, les réseaux sociaux sont accessibles de tous. Mais en soi, être entendu, c'est un challenge et c'est un challenge du fait que, tout simplement, il y a énormément de messages que l'on peut, voir sur les réseaux sociaux. On dit qu'en moyenne, on va être à 4000, entre 4000 et 10 000 messages, quotidiens, que l'on va pouvoir regarder sur, nos téléphones, sur nos ordinateurs. Ce qui exprime le fait, que c'est relativement difficile de retenir certains messages plus que d'autres et là-dessus, émerge une tendance en soi, qui est de se tourner vers une communication plus portée sur des intérêts, sur des valeurs, qui permet justement de se distinguer et puis de pouvoir s'adresser à des personnes dans un langage ou dans un intérêt qui est en commun. Résultat, c'est que souvent cette communication a tendance à améliorer aussi la partie plus basse du funnel, d'améliorer la conversion des acheteurs qui vont donner peut-être plus de confiance justement à des marques qui parlent un langage qui leur est similaire ou qui partagent un intérêt commun. En soi, en tant que média, nous, ce qu'on apporte, c'est d'amener justement l'attention qui est nécessaire pour que cette communication puisse se faire. Parce qu'en soi, on parle aussi à une génération qui a bien connu le adblock et qui peut être parfois aussi méfiante par rapport à une communication de marque, tout bêtement. Et en tant que média qui bénéficie d'une certaine confiance de son audience, on apporte justement ce côté de facilitation à cette communication. Donc, Kappa, c'est un média qui est suisse, qui s'adresse majoritairement aux 18-34 ans. Donc, les communications qu'on établit sont souvent adressées pour des consommateurs d'aujourd'hui ou de demain, selon avec qui on va travailler. Mais nos contenus voilà, sont réalisés pour les réseaux sociaux avec des formats spécifiques. Et l'objectif est de pouvoir prendre la communication de la marque, l'intégrer à nos formats pour ensuite la diffuser auprès de notre audience. En soi, c'est quelque chose qu'on pratique sur des campagnes régionales, nationales, du fait qu'on produit et on diffuse du contenu dans les deux langues. Et l'objectif est donc de générer un intérêt, un engagement de cette audience. Et c'est notre cœur de métier. Aujourd'hui, c'est plus d'11 millions de personnes que l'on touche avec 1 million d'engagements pour vous présenter un peu plus Kappa. En soi, donc, l'objectif, c'est toujours avec du contenu, du content marketing, de pouvoir adresser une audience qualifiée. C'est important quand on choisit au final où va arriver le contenu, que ce contenu va apporter une plus-value à l'audience, qu'elle va en effet pouvoir adresser quelque chose qui l'intéresse. Dans notre cas, on traite de beaucoup de thématiques, que ce soit consommation, mobilité, alimentation ou encore tech. Et avec ces différents sujets, on a aussi nos propres formats qui nous aident à informer, inspirer, recommander des solutions à notre communauté, en soi pour un monde que l'on veut un peu plus durable. Donc, dans notre cas, ce sont ces centres d'intérêt qu'on va essayer de mettre en avant et on va essayer de travailler avec des marques partenaires qui partagent ces mêmes centres d'intérêt pour faire en sorte que la communication soit efficace. Et quand ce travail est bien fait, au final, on bénéficie tout premièrement de la confiance qui est accordée à la marque qui va diffuser le message, comme on le ferait aussi avec un influenceur, tout bêtement, mais aussi de faire en sorte que ce message sera bien adressé, qui va toucher ses valeurs et ses intérêts. Bien évidemment, le format est clé quand on fait du content marketing et l'avantage que celui-là a, c'est que
au contrario de peut-être du format plus conventionnel de la publicité, on réinvente pas non plus tout le temps la roue. Le rôle pour la personne qui va créer ce contenu, c'est de l'amener dans un format que l'on sait va être au final le plus consommable sur les réseaux sociaux, qui va répondre aux différents codes que peut avoir Instagram, TikTok ou même Facebook. Il y a des différences de consommation et notre rôle, en tout cas en tant que média, est de faire en sorte que le contenu plaise dans les bonnes formes. Pour ce qui concerne Kappa, au final, on touche plus de 650 000 personnes, on a en tout cas 650 000 abonnés sur les différentes plateformes. L'avantage que ça représente, c'est qu'on va pouvoir adresser un message à différentes tranches d'âge. Bien sûr, un Facebook va être un petit peu plus âgé au niveau de la démographie qu'on peut trouver sur la plateforme qu'un Instagram ou qu'encore un TikTok. Mais néanmoins, le contenu n'a pas nécessairement une seule fonction. En tout cas, il ne va pas s'adresser uniquement qu'à un seul public. Si on veut créer une campagne un peu plus large, eh ben, les différentes plateformes vont nous servir tout simplement à pouvoir atteindre ces différentes démographies et qui, pour notre part, sont quand même assez bien équilibrées entre ces trois plateformes, que ce soit au niveau hommes, femmes ou encore au niveau des tranches d'âge. Comme je l'ai expliqué simplement au tout début, une solution pour apporter de l'attention nécessaire à votre marque, ça c'est ce que le contenu doit apporter. En soi, la formule est simple. On réalise du contenu basé sur un objectif qu'on va diffuser sur nos canaux, sur les réseaux sociaux. Et l'objectif est donc de générer un engagement important. Ça s'appelle branded content. Pour nous, c'est surtout un format que l'on veut aussi être peu intrusif auprès de l'audience. Comme on l'a dit juste avant, on s'adresse à une génération qui a montré qu'elle n'avait pas nécessairement toujours une affection forte du message publicitaire conventionnel. Les adblocks en étaient la preuve, mais c'est toujours une tendance qui est là. Et ce contenu, ce format de branded content est un format qui plaît énormément pour les raisons qu'on a évoquées, présenté par une marque que l'audience, dont l'audience donne sa confiance, une audience qui est déjà qualifiée, donc on s'adresse à une audience qui est là pour écouter justement ce message de base de l'émetteur, du média. Le travail est censé être autour de valeurs et d'intérêt et d'utiliser des formats performants. Pour nous, le branded content et pour beaucoup d'autres personnes qui le pratiquent a un but d'être versatile, de pouvoir s'adapter aux différents messages que la campagne doit servir. Donc, on peut autant présenter une communication d'entreprise, en exemple une communication RSE, CSR, où on va peut-être mettre en avant des projets dans lesquels l'entreprise est impliquée, qui va pouvoir vraiment illustrer sa communication d'entreprise. Mais on va aussi pouvoir s'orienter vers de la promotion de produits ou d'offres que peut-être vous avez déjà pu voir assez fréquemment sur les réseaux sociaux, où là, l'objectif est différent, mais néanmoins, la stratégie est la même. Et pour ça, on propose des formats qui permettent d'illustrer ces deux communications, que ce soit avec le format texté que vous avez en exemple à droite de mon écran, qui est un format vidéo, on va dire un article vidéo tout simplement, ou encore le format testimonials qui va pouvoir amener ce côté plus humain avec une intégration d'interviews, que ce soit une personne interne ou externe à l'entreprise qui va pouvoir justement donner cette communication. Si on est en Suisse, l'idéal, c'est d'avoir des solutions qui sont soit régionales, soit nationales, de pouvoir être flexible par rapport en tout cas à ces deux objectifs, et puis de pouvoir aussi choisir où est-ce que le message va être consommé, donc de pouvoir choisir les plateformes peut-être de prédilection. Si on parle d'un public très jeune, peut-être que TikTok et Instagram seront peut-être plus intéressants qu'un Facebook, mais le but est vraiment de pouvoir bien définir l'objectif, quelle forme va prendre la communication, quel est le meilleur moyen de raconter au final le message, et ensuite de savoir où est-ce que celui-ci sera le mieux distribué. Et ça, c'est ce que doit apporter du content marketing quand il est réalisé avec une marque partenaire comme un média ou encore un influenceur. Pour vous illustrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis quitter la théorie pour aller vers la pratique, je vais vous présenter 3 cas qu'on a pu réaliser tout récemment. Le premier avec Ricardo, que vous connaissez très certainement. Donc, la marque Alémanique est venue en tout cas vers nous avec
un challenge. On part toujours au final d'un objectif, hein, pour tout ce que l'on réalise en communication. Le sien était relativement simple, développer la notoriété et la considération de Ricardo auprès des Suisses romands. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ricardo a une forte notoriété, surtout sur le côté alémanique, mais que malheureusement, du côté roman, ça pêche. Il y a d'autres acteurs comme Anibis qui étaient bien plus présents, ou encore, bien sûr, Facebook qui prend une place de plus en plus importante. Et d'où la nécessité de travailler sur cet intérêt, cette notoriété et cette considération. Pour nous, ben, la solution a été de mettre en avant Ricardo pour l'offre qu'elle propose à ses utilisateurs. Et dans le cas de notre communauté, l'idée était vraiment de connecter ce produit à du contenu qui était en lien, qui apportait une plus-value et vraiment de pouvoir positionner Ricardo comme la solution numéro 1 quand on pense à du seconde main. Donc, une stratégie de contenu a été mise en place autour de la thématique de la consommation plus durable. L'idée était de présenter les différents types de produits que l'on achète assez fréquemment, que ce soit le fashion, l'électronique ou encore les sports d'hiver, et de pouvoir démontrer avec des faits scientifiques, avec un expert comme Mike Lametz, l'impact que peut avoir la production justement d'un jeans, d'un snowboard, d'une manette de PlayStation, pour justement valoriser le fait que quand on en achète en seconde main, bah, au final, cet impact-là est effacé du fait qu'on n'achète pas à neuf. Donc, plusieurs contenus ont été réalisés sur ces thématiques, ce qui nous a permis d'intéresser un large public et aussi de mettre en avant justement directement une solution pour ceux qui ne le connaissaient pas avec la plateforme Ricardo qui offre justement ces produits à l'achat en seconde main. La stratégie nous a permis d'atteindre plus de 660 000 personnes sur la Suisse romande avec un taux d'engagement de 2%, ce qui équivaut à plus de 12 000 likes, shares, saves, clics aussi vers le site de Ricardo et qui a connecté aussi notre audience entre elles avec justement le partage du contenu qui a amené une plus-value à l'audience, qui a donc amené aussi la marque Ricardo au cœur des conversations quand il en vient à la seconde main entre les jeunes romans qui, eux, pour le coup, peut-être ne connaissaient pas encore Ricardo du fait qu'ils ont d'autres solutions qui sont déjà à disposition. Une opération bien menée, mais qui met surtout en avant Ricardo dans le bon contexte, dans les bonnes conversations, et qui de nouveau est mis en avant peut-être pour la première fois auprès d'un jeune public dans une expérience qui est qualitative. Ce qui était clé à cette collaboration, on voulait ce message éducationnel pour pouvoir créer le positionnement de marque correct de Ricardo. Le second case study que je peux vous présenter, c'est celui de Play Suisse. Donc, si vous ne connaissez pas Play Suisse, c'est un pur produit de la SSR qui a pour but de mettre en avant les créations de contenu original helvétique, que ce soit documentaire, série, fiction ou tout autre, à disposition du grand public gratuitement. Le challenge que eux avaient était relativement simple aussi. Le produit était tout nouveau, il faut le faire connaître, il faut donner envie aux gens de passer une soirée sur Play Suisse plutôt que sur Netflix. Et avec ce challenge, on s'est concentré sur une solution qui se voulait simple et efficace. On a une étape du projet où le grand public n'a pas nécessairement conscience de quelle est l'offre de la plateforme. Donc, difficile de la convaincre au final de venir sur Play Suisse, s'inscrire même gratuitement et de consommer du contenu. Notre objectif a donc été de présenter ce que la plateforme peut offrir au final à n'importe quel citoyen suisse. Et on s'est concentré sur une stratégie où on mettait en avant un documentaire, mais un documentaire spécifiquement basé sur les intérêts de l'audience. De nouveau, on en revient à cet aspect d'intérêt. Et pour le coup, donc, on a mis en avant un documentaire qui parle de l'agriculture biologique, excusez-moi, et en mettant en avant une étude qui a été réalisée avec le PFZ et qui démontre justement certains intérêts du conventionnel, certains intérêts du biologique en utilisant la tech. Un documentaire qui a intéressé justement l'audience, qui a créé de l'engagement, qui a aussi redirigé l'audience vers Play Suisse et qui nous a permis d'adresser deux messages. Un, le fait de montrer que ce documentaire est accessible sur Play Suisse, mais aussi de pouvoir visuellement montrer quelle est l'offre globale que peut offrir la plateforme. Les résultats, en tant que tels, ont été de
plus de 235 000 personnes atteintes, avec un engagement de 2,3%, et qui de nouveau a fait communiquer la communauté ensemble, certainement avec l'envie de pouvoir aller regarder justement les documentaires un soir en commun, ce qui était donc un pari réussi, et de nouveau qui a amené aussi toute une nouvelle audience sur Play Suisse, jeune, qui était un des objectifs que l'on s'était fixé, et qui a donc pu répondre à l'objectif de Play Suisse. Alors, je ne sais pas si on veut jouer la vidéo pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Si je n'ai pas de retour des studios, Die ursprüngliche Motivation war, weil niemand geglaubt hat, dass der Biolandbau funktioniert. Die meisten Leute haben gedacht, ja, die Biobauern spinnen einfach. Und dann hat es ein Experiment gebraucht, das bewiesen hat, alle ganz skeptischen Wissenschaftler, in den Behörden, in den Beamten, in den Politikern, jawohl, Biolandbau funktioniert. Und darum hat man diesen Vergleichsversuch angelegt. Der Bioboden hat sehr viel mehr Lebewesen, Regenwürmer, Bodentiere, Mikroorganismen und hat wegen sehr viel höhere Stoffumsätze. Und das ist eigentlich ein wunderbares Resultat, dass wirklich der Boden sehr viel aktiver ist. Für den Ackerbau ist Bio eine super Lösung. Also wir brauchen insgesamt Fungizid, Insektizid, Herbizid knapp 5% und 95% im Vergleich zu konventionell einsparen. Donc, comme vous avez pu le voir, au final, avec ce contenu, on a traité une thématique spécifique, on a isolé un sujet du documentaire qui en traite plusieurs. Et ça, c'est un des éléments clés quand on est dans le content marketing, c'est de vraiment pouvoir travailler main dans la main avec le créateur qui va s'occuper de ce contenu. C'est la capacité justement de la personne qui travaille au quotidien avec l'audience, la communauté, que de savoir qu'est-ce qui va l'intéresser le plus, qu'est-ce qui va permettre au message d'aller le plus loin possible, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le message s'adresse au plus grand nombre. Et quand ce contenu a été créé, on a isolé le sujet qui nous semble être le plus pertinent pour pouvoir s'assurer que justement l'intérêt soit là. Donc ça, c'est un des éléments qui est surtout à prendre en compte quand vous faites du travail d'influence, du travail de content marketing, vraiment de donner un objectif clair, des KPIs clairs pour que justement le contenu aille et permette d'atteindre ces objectifs, et de vraiment après se faire confiance sur le contenu, comment celui-ci va être donné, parce qu'au final, le créateur connaît extrêmement bien son audience et va essayer de faire en sorte que cet objectif soit atteint dans les meilleures conditions possibles. Un exemple justement très proche de ce que vous venez de voir et qui a aussi eu un très joli succès, c'est une collaboration avec Panater, une société suisse dans le Jura, qui avait comme objectif de faire connaître un tout nouveau projet, un four solaire, et ça auprès de deux cibles, auprès des Suisses et auprès de sa clientèle B2B.
Pour donner un petit peu plus de contexte, donc Panater est une des premières sociétés au monde à avoir réussi à réaliser de l'acier recyclé. De l'acier recyclé qui provenait des différentes industries horlogères ou médicales suisses et qui a fait donc la prouesse de pouvoir trouver une solution qui permettait de recycler l'acier en utilisant une fonderie conventionnelle. Et aujourd'hui, avec ce premier projet réussi, ils veulent entamer un deuxième qui va être justement de donner une indépendance au recyclage de cet acier et de réduire son impact écologique en ayant une fonderie qui fonctionne simplement avec l'énergie du soleil. Un projet assez ambitieux et qui avait besoin et qui a toujours besoin qu'on le soutienne de la part du grand public, mais aussi des gouvernements et encore des industries pour que ce projet arrive à son aboutissement. Et dans le cadre de nos collaborations, notre rôle a été de faire un relais média important, de mettre en lumière ce projet pour que le plus grand nombre s'intéresse, autant, donc, comme on l'a dit, d'un point de vue B2C, donc vraiment le grand public, que ce message aussi atteigne au final un public plus professionnel, justement les entreprises horlogères ou médicales qui vont être au final les personnes qui vont utiliser cette technologie ou qui vont utiliser le produit fini avec l'acier recyclé. Et donc, on leur a proposé une solution simple de mettre en avant Panater dans notre format startup. On en revient à l'intérêt d'une communauté. C'est une promesse que Capao fait fréquemment sur ses pages. On met en avant des innovations qui vont impacter notre vie d'aujourd'hui et de demain par des acteurs locaux. Et Panater avait ce message à donner. On a donc utilisé notre format startup pour pouvoir délivrer ce message. Et ça a généré un très bel engouement qui aujourd'hui leur bénéficie énormément en tant que société sur les différents fronts, la connaissance du public de manière générale de ce qu'est Panater, de ce qu'elle tente de réaliser dans le Jura, mais aussi d'avoir eu des personnes de l'industrie qui ont pu découvrir le projet, que la solution existe et avec lequel Panater va pouvoir très certainement collaborer dans le futur. Donc, en résumé, 670 000 personnes atteintes, un engagement de 6,5%, ce qui a généré plus de 43 000 différents engagements avec beaucoup de likes et qui a vraiment créé une communication aussi entre Panater et ce public dont il bénéficie encore aujourd'hui. Je vous montre très volontiers un exemple de ce contenu en direct. Alors ici chez Panater, on produit de l'acier recyclé et recyclable. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de ne plus utiliser de minerais, d'utiliser le recyclage qui est issu vraiment des productions en circuit court qu'on fait ici en Suisse, mais aussi d'éviter d'utiliser la chimie et par la force des choses, de ne plus faire travailler les enfants dans les mines. Alors, la solution que nous voulons mettre en œuvre, c'est d'utiliser la lumière, utiliser la force thermique du soleil au travers d'un four solaire à concentration. Contrairement à vos panneaux solaires, eux sont incurvés, ce qui nous permet de concentrer la température et de la faire monter jusqu'à 4000 degrés. Ce principe est vertueux dans le sens que nous pouvons réduire de 165 fois l'impact carbone par rapport à une production standard d'acier qui est fabriqué, on va dire, traditionnellement. L'idée est d'utiliser non pas ces fours solaires comme on les connaît de par le monde pour faire de la recherche, mais bel et bien pour produire de l'acier solaire en quantité et substituer petit à petit les énergies fossiles qui viennent aujourd'hui grever les coûts de fabrication de cet acier. Alors ce four solaire a la particularité d'être non seulement extrêmement compact, mais en plus il a la particularité d'être mobile, d'être nomade d'un endroit à un autre au gré des besoins des uns et des autres. Le business model vertueux de ce four solaire a la particularité d'être vraiment économique. Je suis un entrepreneur et je veux que cette installation puisse être rentable et non seulement qu'elle le soit sur mon marché dans lequel j'ai l'habitude de travailler, mais également qu'on puisse dupliquer ces installations dans le monde entier pour toute une série d'autres applications. Notre idée a été de démontrer que nous avons des solutions. Ce n'est pas toutes les solutions, c'est une partie des solutions
qui nous permet, grâce à l'économie circulaire, de créer des jobs pour nos jeunes ici et également de donner l'opportunité de pouvoir gagner sa vie avec ce genre d'installation et de le faire avec des petites PME, des petites industries, mais aussi des plus grandes. Donc, comme vous avez pu le voir, un message bien précis qui était donné à l'audience et qui est vraiment à l'image de ce que, au final, doit être le content marketing en tant que tel. C'est quand il est fait avec justement de nouveau une marque partenaire, c'est un message qui est précis avec un objectif bien donné et un intérêt confirmé. Si aujourd'hui vous allez voir nos différentes pages de Kappa, vous verrez que ce sujet fait énormément sens dans le fil d'actualité, que c'est en effet une information que l'audience a envie de consommer de notre part et ce qui explique aussi les résultats qu'on a pu obtenir sur cette campagne-là, en tout cas le grand succès que ça a pu obtenir. Et c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil au final que on peut donner quand on construit sa stratégie de marketing, c'est vraiment de faire attention à ce premier palier qui est de trouver des partenaires qui ont une audience que l'on veut vraiment cibler pour l'intérêt commun que l'on cherche, que l'on partage. C'est la base de toute cette stratégie de communication et que nous cherchons à appliquer au final quotidiennement avec toutes les potentielles marques qui peuvent s'adresser à nous. C'est vraiment de faire attention que ce message, en effet, ait un sens. J'étais ravi de pouvoir vous présenter au final le content marketing du côté de Kappa. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble. Et puis, je reprends volontiers la conversation avec toi, Victoria. Merci, c'était très très intéressant. Alors évidemment, j'ai plein de questions à te poser. Alors on sait, on parle de la différence entre le content marketing et la pub, on comprend. Mais au vu de ce qu'on vient de voir, j'ai envie de te poser la question, quelle est la différence entre le contenu marketing et l'information? Parce que vous donnez de l'information. Alors, la différence en soi n'est pas très grande. Ce qui en fait la différence, c'est la transparence et le fait de dire que le message est adressé avec une marque partenaire. Hein. Mais en soi, on essaie de vraiment apporter surtout un message qualitatif. Il faut juste le faire vraiment, comme je dis, de manière transparente. Mais on en revient à des formats qui existent depuis bien plus longtemps que je ne suis né. Mais quand on parle de publier reportage, on est exactement dans quelque chose de très similaire. Donc, il y en a peu en soi. Alors, ce qui me fait aussi, je trouve c'est très drôle, il y a toujours, tu parles de médias, alors que dans le fond, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir encore besoin de mettre ce mot média? Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu historique quand même. Quand on parle de médias, c'est sûr qu'on se rattache à ce qu'on connaît avec, pour la Suisse, le temps, le 24 heures, et puis cette fonction qu'on a au final d'informer. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aussi avoir tendance à dire plutôt une communauté, ce qui est tout à fait juste parce qu'au final, à la différence de peut-être comment cela se faisait à l'époque, aujourd'hui on a énormément de contacts avec les gens qui consomment notre contenu. On va pouvoir amener comme un service après-vente une fois que le contenu est diffusé, répondre aux questions, interagir avec la communauté. Donc le terme qu'on utilise est peut-être pas toujours le plus adéquat. Après, je ferai une grande distinction quand même sur le fait que, on va dire, un média sur les réseaux sociaux apporte une valeur que peut-être on ne retrouvera pas avec certains individus. C'est la capacité de pouvoir couvrir plus de sujets, plus de thématiques, de différents angles, d'être aussi un peu le centre du village et de pouvoir justement apporter différentes opinions, différentes voix. Donc, en soi, le terme média est toujours juste. Simplement, on amène un côté communautaire qui est peut-être un peu plus fort, mais que l'on appelle communauté ou média, au final, on en revient à la même chose. Alors, les thématiques que vous avez définies comme consommation, mobilité, alimentation et tech, c'est le résultat de ce qui a le plus plu à vos communautés ou dès le départ, vous êtes venu avec ces thématiques? Qu'est-ce qui, voilà, quel est l'œuf et la poule? Alors, non, on a commencé vraiment au final à viser large d'abord.
pour savoir quel était l'intérêt justement de la communauté qu'on pouvait adresser. Et surtout, quand on a démarré, il n'y avait pas encore beaucoup de modèles de médias 100% réseaux sociaux qui existaient. Donc, on a traité de beaucoup de choses. On a essayé de voir qu'est-ce qui intéressait le plus. Et très rapidement, cette ligne éditoriale s'est construite. Aujourd'hui, elle se construit encore, hein, bien évidemment. Mais on s'est basé sur, au final, les centres d'intérêt qui préoccupaient le plus un jeune en Suisse. L'environnement était numéro 1, donc ça a été pour nous une thématique assez clé. Par contre, la façon dont on voulait le traiter, il y en avait aussi différentes opportunités de le faire. Nous, on s'est focalisé sur aussi peut-être une caractéristique assez suisse, c'est l'innovation, le côté tech. On a une philosophie d'être plutôt orienté solution que de simplement montrer un problème. Chacun a son rôle, en tout cas dans la société, dans les médias. Certains vont faire de l'investigation bien mieux qu'on ne pourrait le faire. Nous, notre rôle est vraiment de plutôt connecter notre communauté à des solutions de toutes parts, que ce soit d'un point de vue énergétique, d'un point de vue consommation. C'est comme ça qu'on s'est un peu trouvé en tant que média. Alors, vous êtes un média national, mais je tiens à rappeler que Capao, c'est un produit totalement roman. Vous êtes même, c'est né même au sein de Créa. Vous êtes la Exactement. première pépinière de Créa. Donc, vous êtes des Genevois et vous êtes parti aussi sur Zurich. Alors, la question que je te pose, est-ce que l'acceptation des thèmes et la façon de traiter des sujets, on le sait bien, hein, on est dans un pays avec 3 langues, comment vous gérez ça? C'est une excellente question. Je dirais que les thématiques quand même se ressemblent globalement. Aujourd'hui, je dirais à 90%, les contenus que l'on crée en francophone vont aller être diffusés du côté suisse-allemand et inversement. Peu de distinctions. La seule chose qui est vraiment on va dire une grande différence, c'est peut-être comment les plateformes sont utilisées. On voit quand même certaines différences entre Instagram du côté francophone et Instagram du côté germanophone. On n'a pas les mêmes types d'interactions, même si ça s'uniformise un petit peu plus avec le temps. Aujourd'hui, par exemple, une plateforme TikTok nous amène peu de différence dans le type d'engagement et aussi la différence sur les sujets. Ce qui marche en français, généralement, va marcher en allemand et vice-versa. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que finalement, cette génération Z, alors j'appelle génération Z, mais on est aussi à la fin des millennials, hein, Oui. cette génération-là, finalement, qui est digital native, elle a les mêmes intérêts et la même façon de consommer l'information sur les plateformes et c'est plus homogène qu'on ne le pense. Finalement, vous pourriez avoir une audience mondiale. Absolument. Vraiment, je pense que c'est aussi ce que tous les nouveaux médias ont prouvé, c'était cet intérêt de pour l'information. La seule chose qui peut-être bloquait au final cet accès, c'était la forme. Et le contenu vidéo, les plateformes de diffusion comme Facebook, Instagram ou comme on disait TikTok ont servi justement à pouvoir amener l'information sous un autre angle. On a une pléthore d'exemples, que ce soit sur le marché francophone ou germanophone, de médias qui cartonnent aussi à donner de l'information même politique, hein, qu'on souvent pense être inaccessible à des jeunes et qui au final font vraiment une visibilité énorme et qui pourraient même remplacer la visibilité de certains médias plus conventionnels, mais qui servent très bien aussi une autre audience. Je pense que c'est juste qu'il fallait trouver la forme et la plateforme, et en l'occurrence les réseaux sociaux ont apporté cette solution. Alors, on sait que les médias vieillissent, mais les réseaux sociaux aussi. Tu Oui. avais un peu abordé la question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour toucher les plus jeunes, il faut vraiment aller sur TikTok, ou finalement, ça dépend du type de contenu et la manière dont tu veux amener le contenu? Alors pour toucher les jeunes, au final, je dirais qu'en tout cas, pour ce qui concerne le marché suisse, Instagram et TikTok sont vraiment des plateformes de prédilection. Nous, on voit autant vraiment l'une que l'autre. Je ne sais pas si statistiquement, on peut faire déjà la différence si l'une plaît plus qu'à l'autre. C'est sûr que TikTok est en pleine croissance et du coup, on voit aussi les audiences qui grandissent sur cette plateforme-là. Mais en tout cas, notre audience Instagram est quand même bien jeune. Donc, je dirais que ce sont les deux choix à privilégier quand on en vient
on va dire le 18-24 ans, c'est sûr que c'est là où il faut être. Et puis après, quel est le format le plus adapté? C'est toujours indépendant de la communication. Certaines marques voudront pas nécessairement communiquer sur TikTok parce qu'elles ne le sont pas encore présentes sur la plateforme. Et TikTok viendra du coup par la suite. C'est dépendant des objectifs. Après, en soi, un jeune sur Instagram ou un jeune sur TikTok reste le même jeune. On reste les mêmes, peu importe la plateforme. Donc ça change peu. Alors, lorsque les clients préparent la campagne avec vous, enfin, je sais pas si déjà première question, est-ce que c'est plutôt les agences qui travaillent avec vous via le client ou c'est le client en direct? Et puis après, comment ça se passe la collaboration, soit avec l'agence, soit avec le client, par rapport au choix de la plateforme, par rapport au format? Comment vous, c'est vraiment de la co-création ou vous faites tout et puis après on vous paye et puis on veut voir le produit fini? Alors, bien évidemment que ça varie en fonction du type de client. On travaille en effet soit en direct, soit avec les agences médias. Je dirais que la relation est différente en fonction de à quel point le client veut aussi être impliqué dans la création du contenu. Certains nous donnent juste un objectif et au final vont faire 2 points de validation avec nous, la partie écrite et puis ensuite la partie visuelle. Mais certains vont vouloir plus de points de contact, tout bêtement, pour s'assurer que le contenu soit en effet en adéquation avec comment la marque doit être présentée. Je dirais que vraiment chaque campagne est différente, mais on est amené à travailler autant avec des marques en direct qu'avec des agences. Alors, dernière question, on a vu des taux d'engagement lors de ce que tu nous as montré, les exemples, Oui. de 2 à 6,5. Est-ce qu'il y a un taux moyen parce que évidemment, en fonction de la thématique, on avait des fois des audiences plus larges parce que elles sont plus, je dirais, plus consensuelles et elles vont toucher plus de monde. Je pense que de certaines thématiques plus pointues, bah, évidemment, on va sur de la niche, donc c'est moins élevé et on aura un taux d'engagement qui est certainement plus fort. Comment est-ce que tu peux rassurer, parce que tu sais, les clients, ils viennent et puis la seule chose qu'ils veulent, c'est quel taux tu vas me promettre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux te dire, voilà, pour rassurer le client, si tu as fait 2%, est-ce que tu as raté ta campagne ou non? Alors, la moyenne sur les réseaux sociaux, c'est de 1%. Donc, ce qui va au-delà de 1%, au final, est une campagne qui se veut réussie. Après, il faut bien sûr analyser le type d'engagement qu'on a obtenu. Si on voit qu'on n'a que des messages, je ne sais pas, haineux dans les commentaires, c'est qu'en effet, peut-être le message déplu et que du coup, la campagne est à revoir. Mais à partir de 1%, déjà, on est sur du positif. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes ces campagnes sont quand même très dépendantes des plateformes et de quelle visibilité ils vont nous octroyer en fonction du type d'engagement. Il y a certaines campagnes qui ont une visibilité similaire, mais dont le taux d'engagement va peut-être doubler par rapport à l'une ou l'autre. Et ça reste quand même la partie un peu plus énigmatique des fois d'un Facebook ou d'un Instagram. Pourquoi certaines vont vraiment bénéficier d'autant de reach organique. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des événements qui ont pris aussi beaucoup de place sur la plateforme, que ce soit au niveau de l'actualité ou autre. Après, je pense que vraiment, il faut se dire que déjà à partir d'un certain engagement, de toute façon, c'est une campagne positive. Et puis, on peut toujours le comparer à ce qu'on obtient à l'interne en tant que marque et qu'est-ce qu'on aurait peut-être obtenu en équivalent si on avait créé par nous-mêmes ces contenus et qu'on les aurait diffusés sur nos propres canaux. Après, je pense qu'il faut, j'ai souvent cette conversation avec certaines marques qui ont peut-être une communication forte sur leur propre page Instagram, YouTube ou Facebook. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les réseaux sociaux fonctionnent en silo. Donc, quand on diffuse auprès de notre audience, c'est très difficile de faire sortir le contenu au-delà de notre audience. Ça reste le challenge numéro 1 quand on va sur les réseaux sociaux, c'est faire en sorte que le contenu aille plus loin pour que la marque justement rayonne auprès d'un public plus large. Et même si une communication en soi fonctionne très bien sur nos propres canaux, ça vaut la peine d'aller explorer et d'amener justement notre message auprès de différentes communautés pour pouvoir faire de l'acquisition d'audience, pour pouvoir faire de la visibilité auprès de personnes qui habituellement peut-être ne vont pas le voir. Si vous regardez votre feed d'actualité, vous verrez très simplement que on va vous suggérer beaucoup de contenu
pour lequel vous arrivez à avoir déjà un intérêt, mais peut-être que votre contenu, votre fil d'actualité sera complètement différent d'une personne à l'autre qui va peut-être ne jamais voir le même contenu que vous voyez. Et ça, c'est vraiment l'intérêt aussi de faire du content marketing avec des partenaires, de nouveaux médias ou influenceurs, parce qu'on arrive à aller justement sur d'autres canaux, d'autres silos au final de communication. Merci beaucoup, Michael. C'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Partagez. Merci.